Merci. La parole est maintenant à Monsieur Antoine Karam. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, avant de débuter mon propos, permettez-moi d'adresser un message de soutien et de solidarité aux familles et à la communauté éducative du collège Grand Mandifou de Maripasoula en Guyane, endeuillée par le suicide d'une jeune documentaliste. Ce drame nous rappelle douloureusement le phénomène des suicides insupportables qui touche depuis trop longtemps nos concitoyens amérindiens et contre lequel l'école a sans nul doute un rôle fondamental à jouer. Nous sommes donc réunis aujourd'hui pour aborder l'examen d'un texte important pour la République. Le projet de loi pour une école de la confiance est en effet un marqueur de la politique engagée par le gouvernement en faveur, et je cite, d'une élévation du niveau général des élèves et d'une école plus juste. Dégradation des performances et des acquis, décrochage scolaire et inégalités. Notre école doit relever de nombreux défis. Ce texte ne saurait à lui seul y répondre, parce que tout ne relève pas de la loi, mais aussi parce qu'il s'inscrit avec cohérence dans une politique bien plus ambitieuse. Oui, c'est vrai, depuis son adoption à l'Assemblée nationale, de vives inquiétudes ont été exprimées, parfois en raison d'imprécisions réelles, le plus souvent les rumeurs, les contre-vérités, qui parfois touchent les fondements même de la démocratie. Monsieur le ministre, vous avez engagé un dialogue essentiel avec les principaux acteurs et rassuré sur votre volonté d'améliorer ce projet de loi, et vous l'avez souvent dit, de loi de manière à ce qu'il soit mieux compris par chacun. Le dialogue va se poursuivre dans cet hémicycle, en tous les cas je l'espère. Cela nous permettra d'apporter des clarifications nécessaires et faire la lumière sur les véritables mesures proposées. Incohérent, symbolique, voire inutile, beaucoup de choses ont été reprochées à ce texte en oubliant parfois sa portée éminemment sociale. Sociale d'abord, parce qu'il propose l'abaissement à 3 ans de l'instruction obligatoire. Quand on connaît l'importance des premières années de l'enfant dans sa capacité d'apprentissage et aussi dans la construction des inégalités du décrochage scolaire, il s'agit, quoi qu'on en dise, d'une avancée sociale importante. Il est vrai qu'avec 98% d'enfants âgés de 3 ans déjà scolarisés, cette mesure accompagne un mouvement déjà imprimé par la société. Mais il est aussi vrai que derrière les 2% restants se cachent d'immenses inégalités sociales et territoriales. Ce simple état de fait devrait convaincre chacun d'entre nous de la nécessité de légiférer, de faire en sorte que la promesse républicaine soit tenue pour tous les Français. Dans le détail, ce sont plus de 25 000 enfants supplémentaires qui rejoindront les bancs de la maternelle à la rentrée scolaire prochaine, dont 3 400 et 3 800 respectivement en Guyane et à Mayotte. Là encore, nous le voyons, loin d'être symbolique, cette mesure constituera un défi colossal pour nos deux territoires. Je préfère le dire, malgré l'engagement réel de l'État, les communes guyanaises et mahoraises ne seront pas en mesure d'accueillir tous les enfants en septembre prochain. Faute de place, les expériences de double vacation sont une première réponse, mais ça n'est pas suffisant. À titre d'exemple, c'est une nouvelle école tous les 9 mois qu'il faudrait construire dans une ville comme Saint-Laurent-du-Maroni pour répondre à la pression démographique. Il nous faut donc donner plus de souplesse aux élus dans la construction d'infrastructures. Notre rapporteur l'a bien compris et je tiens à le remercier. Social encore, lorsque ce texte propose l'obligation de formation pour tous les jeunes de 16 à 18 ans, l'objectif étant qu'à l'horizon 2020, aucun jeune ne soit dépourvu d'un emploi ou d'une formation. Social toujours, lorsqu'il renforce avec le pré-recrutement l'attractivité du métier de professeur pour en faire ce qu'il a toujours été, une voie de promotion sociale. Social enfin, lorsqu'il renforce l'école inclusive, nous le savons, c'est une révolution que nous devons engager. Je pense aux accompagnants d'élèves en situation de handicap, qui doivent être considérés comme de véritables personnels de l'éducation nationale. Je pense également aux pôles inclusifs d'accompagnement localisés, qui permettront une approche au plus près des élèves, y compris par le biais de personnels médico-sociaux. Enfin, dans le prolongement de ces mesures, le projet de loi porte de nouveaux outils pour les territoires. C'est le cas avec la création d'un rectorat de plein exercice à Mayotte et la réforme des instances de dialogue local. C'est aussi le cas avec la création des établissements publics locaux d'enseignement international, mais aussi d'établissements publics locaux d'enseignement des savoirs fondamentaux, sur lesquels je reviendrai.
Avant l'examen en séance, je voudrais saluer le travail de notre commission qui a su, dans un esprit d'ouverture et de compromis, aborder ce projet de loi avec pragmatisme pour permettre le débat serein et équilibré. C'est donc dans un esprit résolument constructif que notre groupe y prendra part, mais non moins déterminé à marquer son attachement à certains principes. L'exemplarité. Notre commission a réécrit l'article 1 en conservant cette notion qui nous semble essentielle. Toutes les disciplines scolaires ont en elles-mêmes des vertus éducatives et dans les yeux d'un enfant, tout adulte est un éducateur potentiel. À cet égard, loin d'être un instrument pour museler les enseignants, cet article rappelle ce qui fonde la relation entre le maître et l'élève. La libre administration des collectivités territoriales. C'est à ce titre que certaines communes avaient fait le choix de participer à la prise en charge partielle des dépenses de fonctionnement des classes maternelles privées. Et c'est au nom de ce même principe que nous proposerons de supprimer la pleine compensation versée par l'État à ces communes, telle que votée par notre commission. Le dialogue social. Notre commission a souhaité avancer sur le statut des directeurs d'école en plaçant sous son autorité les enseignants. Si nous sommes naturellement favorables à un statut, nous rappelons que ce lien hiérarchique est loin de faire l'unanimité parmi les directeurs eux-mêmes. C'est pourquoi il semble essentiel que ce statut soit le fruit d'un dialogue avec les syndicats. Enfin, l'innovation territoriale. Notre commission a envoyé un signal fort en supprimant l'article 6 quater créant les EPLESF. Nous espérons pouvoir en débattre à nouveau dans les prochains jours afin de trouver une rédaction qui rassure tous les acteurs. Ces établissements doivent rester un outil, une innovation pour les territoires qui en expriment le besoin et non une menace pour l'ensemble du système éducatif. Mes chers collègues, les nombreuses sollicitations dont nous avons fait l'objet dans nos territoires et un peu partout, dont en témoignent, les Français attendent de cet examen au Sénat qu'il clarifie la situation. Gageons que nous serons à la hauteur dans l'intérêt de tous nos enfants. Je vous remercie.